Bonsoir ou bonjour tout le monde. Nous voici au deuxième épisode de l'association Alpalotov, dont le but est de créer des relations humaines et culturelles. Et notre invité aujourd'hui est M. Philippe Nezer, qui se présente comme juriste à la retraite, mais je peux vous le dire qu'il fait beaucoup d'autres choses que d'être à la retraite. Monsieur Nezer, bonsoir, bonjour. Bonsoir, chère Laurence. Alors, dites-nous, pour vous, qu'est-ce que c'est que le Kyrgyzstan dans vos rêves, dans vos idées? Eh bien, je dois dire très humblement que je sais très peu de choses sur le Kyrgyzstan. Je le situe quelque part au centre du continent asiatique, au pied des hautes montagnes du Pamir et pas très loin de l'Himalaya. Mais dans le fond, je dois avouer mon ignorance qui est due au fait que dans le fond, à l'école autrefois, on ne nous a jamais parlé. C'est tellement juste que pendant tout le temps qui est d'ailleurs notre temps, notre époque, Oui. c'est-à-dire les 70 ans où cette région était sous l'empire des bolcheviks, puis des soviétiques, Oui. eh bien, la carte de géographie qu'on nous montrait à l'école, eh bien, l'URSS, à laquelle appartenait le Kyrgyzstan, était une grande tache grise dont on ne savait absolument rien. Et tout à coup, l'Union soviétique s'écroule et on s'aperçoit qu'il y a des populations qui ont chacune leur charme, notamment le Kyrgyzstan, avec ce que j'étais dans la région. Oui. Je connais bien le Kazakhstan, Kyzyl, oui. Le Kyrgyzstan, et qui a des musiques, des danses, des costumes, des poètes à gogo, vu que c'est une région où tout le monde aime la poésie. Et pour moi, ça a été une révélation. Et effectivement, cette idée de créer un pont entre la Suisse et ce pays du Kyrgyzstan m'a semblé non seulement passionnant, mais aussi un pas de plus vers la paix. Parce que les échanges, c'est la paix. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis tout à fait d'accord qu'une des premières tâches qui nous incombe, c'est d'étudier et de comprendre, de connaître. Et je pense que l'éducation devrait commencer par enseigner d'abord la géographie, et puis aussi enseigner l'histoire. Et comme cela, il ne serait plus aisé de comprendre le Kyrgyzstan, sa population, sa culture, qui autrement nous reste très distante. Mais il en va de même de toute autre civilisation asiatique. J'ai passé 35 ans de mon existence au Japon, j'ai appris la langue et ça m'a permis de comprendre beaucoup mieux le Japon et les Japonais. Et donc, je pense que c'est la connaissance des langues qui vous rapproche le plus des populations qui nous sont autrement étrangères. Absolument. Et être polyglotte, comme nous sommes, est une chance et un trésor. Absolument. Qui nous permet de pénétrer dans d'autres formes de pensée. Oui. Et je pense que ceux qui ne connaissent qu'une langue sont quand même un peu limités. Ceci dit, apprendre le kirghize, ce ne sera pas pour demain. Non, probablement pas. C'est une langue très compliquée pour nous. Mais notre invité ce soir, ou plutôt notre caméraman, Janis Beck, a écrit un roman de 700 pages, tenez-vous bien, et il veut faire des aphorismes et les traduire en français. Donc je les traduis en français
et nous faisons des soirées absolument passionnantes en découvrant comment exprimer un sentiment dans l'autre langue. Dans la langue de l'autre, oui. Dans la langue de l'autre, et c'est absolument fascinant. Et ça nous en apprend beaucoup. Oui. Parce que j'emmenais à la poésie. Vous savez sans doute que c'est probablement les régions du monde où il y a le plus de poètes. Je pense, enfin je crois comprendre que si nous comparons la Suisse et le Kyrgyzstan, je ne sais pas combien, Jenny Speck pourrait peut-être nous dire combien de fois la surface de la Suisse entre dans le territoire du Kyrgyzstan. Mais j'imagine en tout cas bien une douzaine de fois au minimum. Et la densité de poètes au Kyrgyzstan est probablement beaucoup plus élevée que la densité de poètes en Suisse. Oh, ça c'est certain. Mais je me posais la question dans le fond, Asie, Europe, le Kyrgyzstan est en plein milieu entre l'Asie extrême, ou l'extrême-orient, et l'Europe. Et pour moi, il se distingue par une culture qui est très différente de la nôtre, et qui probablement est peut-être même plus proche de la nôtre que nous ne le pensons. Dans le fond, est-ce que je suis dans l'erreur ou dans le vrai en pensant que le Kyrgyzstan est un territoire qui a été converti à l'islam déjà très tôt, ou est-ce qu'on y trouve aussi d'autres croyances religieuses? Disons, je reviens à mon ignorance totale des circonstances, et je pense que s'il faut définir les habitants du Kyrgyzstan comme une nation qui partage probablement une langue commune, mais quand je pense à l'État-nation qui implique territoire et frontières, je me dis qu'au centre de l'Asie, les frontières n'ont été tracées que très tard, et par des actes souverains, décisions prises ailleurs, et que dans le fond, ce n'est peut-être pas très, comment je dirais, très relevant, très pertinent que de penser en ces termes-là, alors que pour nous, les frontières sont déjà marquées relativement très tôt dans l'histoire et consacrées en 1815-1816, n'est-ce pas? Non, c'est absolument vrai. Et puis de par-dessus est venue la couche, si j'ose dire, des bolcheviks, plus des soviétiques, qui, il faut reconnaître, a aussi amené des choses positives. Ah oui. De l'éducation pour tous, la musique, probablement la musique du Beethoven, du Mozart et des musiques qui n'avaient jamais pénétré ces montagnes. Et puis probablement un système de santé aussi. Et un système de santé, des loyers ridicules, les femmes, un sujet que j'ai beaucoup apprécié. Oui. J'ai vu des femmes qui vivaient habillées à l'européenne, dans une école par exemple, dans la classe de français, il y avait une musulmane, une russe orthodoxe, une arménienne, une juive et une musulmane d'une autre secte. Et toutes ces filles m'ont répondu d'un air, mais pourquoi vous me posez cette question? Parce que pour elles, elles étaient les jeunes filles de l'Union soviétique, dont les mères et les grands-mères ont été vendues, étaient voilées, donc, et les langues aussi, ils apprenaient les langues facilement. Donc, jeter le bébé avec le bain, non. Ça n'était pas si simple que ça. Oui. Et les soviétiques ont amené pas mal de choses de l'Europe, justement. Oui. Ça a été un des ponts. Non, c'est leur isolement relatif au centre du continent asiatique qui dans le fond, les isole de nous et font que, dans le fond, nous ne connaissons que très peu de choses à leur sujet, trop peu de choses à leur sujet. Exactement. Alors,
Est-ce que les nouvelles routes de la soie prévues par la Chine dans la direction de l'Ouest va leur apporter plus d'influence du côté de l'Asie extrême-orientale? Est-ce qu'il y aurait possibilité pour l'Europe de leur apporter plus, mais ceci, à ce moment-là, impliquerait une traversée de territoires qui sont aujourd'hui la Russie ou d'autres États limitrophes qui rendent ces contacts directs avec l'Europe assez difficiles. C'est la Chine qui veut tout ça. Oui. La Chine, la Chine, la Chine, on en entend parler sans arrêt. Parce que la Chine, c'est ce monstre qui est tout près. Il y en a un autre monstre, différemment, c'est l'Afghanistan. Ah. Avec les talibans, avec tout ce que nous savons qui s'y passe. Et la frontière avec l'Afghanistan, c'est un gros problème. Jusque-là, l'Afghanistan vendait de la drogue. Et cette drogue passait justement par le Kyrgyzstan. Et c'est ça dont les citoyens positifs voudraient se débarrasser. Oui. Ils voudraient surtout, comme tu le dis, ne pas être isolés. Et le fait d'une petite association entre un pays européen comme le nôtre et le Kyrgyzstan est une très bonne idée. Et si chaque pays avait des associations comme celle-là, on ferait beaucoup de choses magnifiques. On ferait beaucoup de choses, Et effectivement. moi, j'aimerais beaucoup faire venir les danseuses du Kyrgyzstan qui ont absolument l'air d'être des reines des mille et une nuits. Elles sont d'une beauté sans fin. Nous, en Suisse, on a vraiment l'air d'être des ploucs à côté. Oh, les chœurs mixtes d'Appenzell, c'est pas mal non plus. Non, mais disons, c'est quand même... la classe. C'est quand même un peu différent. Oui, un peu différent, oui. Non, j'essayais de voir un peu, de comprendre ce que la Suisse pourrait, dans le fond, contribuer. Probablement, il y a quand même des similitudes entre la Suisse et le Kyrgyzstan, dans le sens que, à ma connaissance, mais de nouveau, ma connaissance tout à fait lacunaire, la richesse de nos deux pays n'est pas dans les richesses naturelles du genre pétrole et autres, Ouais. ou minerais ou autres ressources géologiques, mais la richesse, elle est certainement dans la qualité du peuple et dans son amour du travail bien fait et dans sa recherche de poésie et de qualité de vie. C'est probablement là qu'il y a de plus de points communs à essayer de rejoindre. Et sur le plan légal, comment pensez-vous qu'un pays qui sort de 70 ans de communisme peut se repenser? Alors, je pense à un exemple. Je pense à la Turquie après la chute de l'Empire ottoman sous le régime d'Atatürk, qui fait appel au professeur Sauseral pour introduire en Turquie le Code civil suisse. Ah oui. Qui a été, le professeur Sauseral a passé des années à Ankara, où il a adapté le Code civil suisse à la culture turque. Et c'est resté un monument de contribution sur le plan de la loi, sur le plan légal. Et c'est un cas rare? Non, c'est pas un cas rare. Les Japonais autrefois avaient pris le Code civil Napoléon pour en faire la base de leur Code civil à eux. Et puis après que les Français eussent été battus par les Prussiens dans la guerre de 70, les Japonais, avec leur pragmatisme,
avait choisi le code de commerce allemand comme modèle, en se disant que les Allemands étaient probablement mieux organisés que les Français. Ils avaient raison. Et alors bon, c'était donc le frère de Blaise Cendrars, mais cette contribution, elle a été une contribution réelle. Mais comment il était le frère de Blaise Cendrars? De Blaise Cendrars, parce qu'ils étaient frères. Et puis il y en a un qui a changé de nom, c'est Blaise Cendrars qui a pris Son vrai nom, c'était quoi? Alors, je me souviens plus du prénom. Okay. Mais c'était le frère Sauser. Ça alors, ou Sauser. Oui, c'était le frère Sauser. Mais ceci dit, il y aurait des domaines, mais je parle là dans le flou le plus absolu, il y aurait des domaines, je suis sûr, où la Suisse pourrait contribuer d'une manière ou d'une autre au développement et au bien-être de la population kirghize. On parle de la connaissance de l'Occident et de la sagesse de l'Orient. Pensez-vous que cela soit vrai? Écoutez, moi ça me paraît un peu caricatural. Oui, je suis d'accord avec vous. L'Occident, effectivement, est connu pour être rationnel, cérébral, logique, alors que l'Orient me paraît plus, et l'Orient encore faut-il le définir, Ouais. me paraît plus, je dirais, holistique pour utiliser un qualificatif, je dirais, anglo-saxon, plus total dans son approche. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de sagesse, mais comment dire, notre Occident à nous, il a quand même été façonné par la pensée des philosophes grecs et romains et par le christianisme. Puis ensuite par les Lumières au XVIIIe siècle. Alors que l'Orient, lui, il a connu toute une série de penseurs, de grands penseurs, comme ceux du taoïsme. Lao Tzu est, semble-t-il, plus un personnage fictif qu'autre chose. Le confucianisme et d'autres grands... Et puis surtout le bouddhisme qui vient d'Inde et qui se répand à travers l'Asie pour aller traverser la Chine, puis ensuite aller jusqu'au Japon et à la Corée et le Japon. Et donc, c'est très difficile de faire une espèce de dichotomie artificielle entre les deux, et surtout qu'au XXe siècle, l'interperméabilité d'un monde et de l'autre fait qu'on ne peut plus vraiment faire de différence. Mais j'ai trouvé en Asie plus de sensibilité aux sentiments humains, même dans certaines décisions de business, qu'en Europe, on me disait, mais non, c'est pas logique ton truc, n'est-ce pas? Donc, c'est pas logique ton truc. Oui, oui. Vous avez utilisé un mot très important, logique. Oui, oui, logique. Et c'est important pour l'Occident, la logique. Oui. Beaucoup plus qu'en Orient. En Orient, absolument. Et à ce point de vue-là, je pense que le Kyrgyzstan, qui est au centre de l'Asie, lui a probablement bénéficié d'un apport beaucoup plus... enfin, c'est vraiment le continent eurasien, n'est-ce pas? Et ils sont au milieu. Oui. Ils sont au milieu. Ils sont même, dans le fond, à un endroit qui a été la source de nombreuses civilisations qui, de part et d'autre, soit dans la direction de l'Orient, soit dans la direction de l'Occident, ont influencé l'histoire de l'humanité à travers les 5 ou 6 ou 7 derniers millénaires. Alors là, j'ai mes doutes. Tant que les États-Unis resteront un pays essentiellement anglophone, il y a peu de chances qu'ils n'arrivent véritablement à pénétrer ces territoires aussi isolés aujourd'hui que le sont les États de l'Eurasie centrale, enfin de l'Eurasie centrale, de l'Eurasie profonde. Je craindrais plus une influence chinoise, encore que les Chinois sont eux-mêmes aussi extrêmement, je dirais, centrés sur leur propre culture et regardent le reste du monde quand même un peu comme des barbares dans la vieille tradition
de l'Empire du Milieu. Et donc, non, moi, ce qui me fait le plus souci, c'est le danger véritable d'une expansion, je dirais, d'un islam militant qui, depuis l'Afghanistan par exemple, pourrait essayer de pénétrer ou de s'étendre plus loin qu'il n'a déjà pénétré. Et il a déjà pénétré. Et il a déjà pénétré. Les Kirghizes pourraient vous le raconter. Oui. Que dans les rues de Bishkek, qui est la capitale, Oui. se promènent des hommes en grandes chemises blanches, des femmes voilées. Dans les petits villages les plus lointains, on construit des mosquées. C'est dans l'air du temps et c'est dans l'air aussi de l'éducation, ce qui est beaucoup plus grave. Oui, oui. Pour résister, la laïcité résiste. Aujourd'hui, c'est pas facile. Alors arrive à ce moment-là l'américanisme, avec un capitalisme sauvage, oui, qui va dans tous les sens et qui fait aussi oublier son authenticité. Monsieur Janis Beck, qui est le président de l'association suisse-kirghize, oui. est parfaitement conscient de ça. Et c'est aussi beaucoup pour ça qu'il veut faire une association avec un pays européen. Et je pense, enfin il a raison dans ce sens que chez nous, il trouve une société qui parle, pas tout le monde parle les 4 langues nationales, mais 4 langues nationales dont 3 officielles, et qui est une société très plurale, très diversifiée. Exactement. Qui a jusqu'à maintenant réussi à intégrer toute une frange d'immigration à travers les siècles, et qui, dans le fond, à ce point de vue, reste très ouverte. Bon, il y a des gens qui sont plus ou moins ouverts, mais très ouverte. Et je pense qu'on devrait trouver ici, chez nous, plus d'intérêt. En tout cas, je sais que parmi les gens qui travaillent dans le tourisme international en Suisse, certains sont toujours à faire la promotion de destinations tout à fait exceptionnelles, qui sont justement comme le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, etc. Des destinations qui attirent parce que ce sont encore des pays qui, Dieu merci, et pourvu que ça dure, sont en état de paix intérieure. Et d'authenticité. Et d'authenticité, exactement. Exactement. Non, en ce qui concerne le développement, n'est-ce pas, du futur, moi je vois de mon point de vue, je dirais, suisse et japonais, je vois l'expansion extraordinaire des tigres ou des dragons asiatiques que sont la Chine, que sont l'Indonésie, que sont l'Inde, dont la pression démographique est une source d'inquiétude pour leurs voisins, et surtout pour leurs voisins qui, comme les pays d'Asie centrale, sont, je dirais, sous-peuplés par rapport à... Comme quoi? Eh ben, oui, le Kyrgyzstan, c'est quand même une population, elle fait combien? 7 millions, 8 millions d'habitants? 7. 7? Ben, un peu moins que la Suisse. Oui. On en est à 8 maintenant, n'est-ce pas? Pour un territoire immense. Et dans le fond, la nature a horreur du vide, on l'a toujours dit, et c'est une des raisons pour laquelle je vois par exemple les nouvelles routes de la soie chinoise comme oui, un instrument de développement, ce développement vers l'ouest de la Chine, dans la direction de Kashgar et de la frontière, mais aussi potentiellement aussi des moyens mis à disposition de n'importe quelle invasion militaire par terre qui faciliterait les choses.
là où j'étais sur une route très convenablement balisée en 89 à faire la route de la soie, aujourd'hui ce sont des autoroutes à 4 pistes, j'entends. Justement, ce symbole, la route de la soie, qui est tellement poétique, et qui amène de tels rêves à n'importe qui, ça va devenir, comme vous dites, 4 routes, et puis un monde ultra moderne. C'est extrêmement mélancolique. Je suis très heureuse de toutes les photos que j'ai faites là-bas, et j'espère que le Kyrgyzstan ne va pas se moderniser et perdre son âme. Et enfin, je suis reconnaissant à M. Janis Beck de tout ce qu'il fait pour sauver l'âme de son pays aussi. Nous, avec nos votations, nous essayons aussi de sauver l'âme de notre pays. Et oui. Et moi, c'est comme on l'imagine qu'il devrait être. Oui. Donc, ils le font à leur façon. Non, c'est un danger, je crois, de voir un développement uniquement économique. Ouais, et puis, de la part des Chinois, ils ne le reconnaîtront peut-être pas directement comme cela, mais les Chinois ont une espèce de volonté de coloniser hors de leurs frontières, de s'étendre. Ils s'étendent en Afrique, ils s'étendent ailleurs. Et la route de la soie, qui autrefois était une route dans les deux sens. Il ne faut pas oublier que c'est la route de la soie qui a amené un certain Marco Polo à la cour des Yuan, à la cour, comment est-ce qu'il s'appelait, son nom m'échappe maintenant, de l'empereur Yuan, lequel avait lui-même planifié 2 campagnes contre le Japon, n'est-ce pas? C'est donc cette route de la soie devrait rester quelque chose de bilatéral qui permette de véritables échanges. C'est cette même route de la soie qui avait amené la mission nestorienne à Xi'an ou à Chang'an, comme on l'appelait, n'est-ce pas, déjà au 5e ou 6e siècle, je ne me souviens plus, et par laquelle mission nestorienne, les Chinois avaient eu l'occasion d'entrer en contact avec les fables d'Ésope, ce qui est quand même génial, n'est-ce pas? Alors, échange culturel volontiers, échange militaire, on ne préfère pas, et c'est pour ça que je pense qu'il est essentiel que le Kyrgyzstan ait l'occasion de dialoguer avec la Suisse, et peut-être notre système de milice, encore qu'il ait un peu du plomb dans l'aile chez nous, mais notre système de milice et notre volonté de défendre une forme de neutralité qui est elle aussi mise en question ces jours-ci. La mondialisation, c'est d'abord, il faut probablement faire état du fait que les technologies actuelles ont dépassé toutes les frontières. Il suffit d'avoir l'électricité et un ordinateur qui fonctionnent plus ou moins pour avoir accès à Internet, et par Internet avoir accès à tout ce qui fait les buzz du web, comme on dit en bon français, n'est-ce pas? Et donc, ça expose les jeunes générations, où qu'elles soient, vraiment, ça les expose à un autre mode de vie que le leur, et un mode de vie dont, par l'Internet, ils ne voient que le côté positif, en principe. Beaucoup de violence aussi sur l'écran, mais que le côté positif. Et ça leur fait envier un autre mode de vie que ceux qui est le leur, et qui n'est pas nécessairement pour leur bien et pour le progrès de l'humanité. La mondialisation, elle est quand même, c'est mon opinion, je la partage sans l'amoindrir, elle est basée sur une prémisse qui serait celle que l'Occident est en avance sur le reste du monde et que donc il faut faire du prosélytisme. Il faut partager notre civilisation exceptionnelle avec les peuples soi-disant moins développés ou moins éclairés que nous.
c'est une forme d'arrogance absolument épouvantable, parce que moi je ne vois pas de jugement de valeur et de civilisation qui soit supérieure à une autre. Elles sont toutes intéressantes et il suffit de les étudier vraiment profondément pour comprendre leur valeur intrinsèque. Et je pense que c'est le leurre de la mondialisation, c'est cette espèce de rêve qui fait que, comme conséquence, on voit tous ces flots migratoires, entre autres, de gens qui veulent fuir leurs circonstances insatisfaisantes de vie dans leur pays pour aller vers une espèce d'Eldorado qui sera de rêve, qui sera l'Eldorado soit européen, soit, comme vous le dites, chère Laurence, l'Eldorado américain. Notre programme d'aujourd'hui, le second, est terminé, mais ça n'est pas le dernier. Et l'association Alpalato, entre le Kyrgyzstan et la Suisse, va continuer son chemin, espérons-le, dans l'amitié et l'échange, parce que l'amitié et l'échange, c'est la paix.